On se retrouve aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire sur le Far West. Et cette fois, on va aborder l'une des plus célèbres affaires de l'époque, la fusillade d'Ok Corral. Un règlement de compte entre as de la gâchette qui va rentrer dans la légende. On y va. Avant de commencer, et si vous ne voulez pas mourir jeune, vous avez intérêt à vous abonner et à liker cette vidéo. Bon, on fait avec les moyens du bord, mais en résumé, un abonnement ou la vie. La fusillade d'Ok Corral va opposer des représentants de la loi à des desperados, sur fond d'interdiction du port d'armes en ville. Rentrons dans le détail. Cet événement va se dérouler dans la ville de Tombstone, du comté de Cochise en Arizona. À sa création en 1879, elle compte 100 habitants. 2 ans plus tard, en 1881, année de notre affaire, elle en compte 7000. Ce qui en faisait la plus grande ville du sud-ouest américain. C'est la découverte et l'exploitation de mines d'argent qui avait permis l'expansion de la ville. Forcément, les bandits et les voleurs de chevaux vont envahir le comté. De nombreuses fusillades auront lieu, sur fond de vols de bétail et de contrebande d'alcool et de tabac. C'est en décembre 1879 que les frères Earp vont s'installer en ville. James Earp, ancien militaire et tenancier de saloon, Virgil Earp, maréchal de la ville de Tombstone, Wyatt Earp, adjoint de son frère, Morgan Earp, homme de loi, et Warren Earp, également homme de loi. Les frères Earp n'étaient pas vraiment appréciés en ville, mais tout le monde reconnaissait qu'ils faisaient plutôt du bon boulot. Ils vont notamment sauver le hors-la-loi Curly Bill d'un lynchage après que celui-ci ait accidentellement tué l'ancien shérif. Vous verrez un peu plus tard que Curly Bill se montrera particulièrement ingrat. Nous devons également parler de Doc Holliday, dentiste et tueur à gages. Oui, c'est possible. Tueur à gages était une activité totalement légale, qui consistait à poursuivre les criminels sur lesquels une prime avait été déposée. Il les ramenait morts ou vifs, selon les cas, et touchait leur prime. Holliday était un bon ami à Wyatt, à qui il avait déjà sauvé la vie. Il sera aux côtés des Earp durant toute cette affaire. Les frères Earp défendent les commerçants et les résidents, alors que le shérif du comté de Cochise, Johnny Behan, lui défend plutôt les éleveurs ruraux et les bandes de hors-la-loi. Un maréchal de la ville et un shérif du comté, qui ont chacun des visions différentes. Comment cela va-t-il se passer ? La plupart des informations que nous avons proviennent des journaux. Or, ceux-ci étaient totalement partiaux, et chacun choisissait son camp. Nous avions d'un côté le Tombstone Epitaph, dirigé par John Clum, qui devient maire de la ville en 1881, et grand soutien des frères Earp. De l'autre côté, nous avons le Daily Nugget, qui soutient très clairement le shérif Behan. Les frères Earp, représentants de la loi, vont entrer en conflit avec des hors-la-loi spécialisés dans le vol de bétail et de chevaux, les Country Cochise Cowboys. On y retrouve les frères Frank et Tom McClory, les frères Billy et Ike Clanton, Johnny Ringo, Curly Bill, Billy Clairbone et bien d'autres. C'est Ike Clanton qui est le plus virulent. Il boit beaucoup et menace régulièrement les Earp. La rivalité entre les deux camps est vraiment une rivalité citadins-ruraux. Les éleveurs ruraux, les cow-boys, voulaient gérer leur coin comme ils l'entendaient, sans vraiment de loi à respecter. Ce que les citadins, les Earp, ne vont pas accepter. Le 19 avril 1881, le conseil municipal de Tombstone, souhaitant réduire la criminalité en ville, décide que toute personne entrant en ville doit déposer ses armes, que ce soit couteau ou arme à feu. Ce qui sera, nous le verrons plus tard, le prétexte pour la grande scène. La tension devenait palpable et les conflits n'allaient pas tarder à arriver. Fin 1880, le capitaine d'infanterie Joseph Hertz demande aux Earp de l'aider à arrêter les voleurs de 6 mules, qui appartiennent donc à l'armée américaine, ce qui en fait un crime fédéral. Ce sont évidemment les Cochise Cowboys qui ont volé ce bétail. Mais pour éviter un bain de sang, un d'entre eux, Frank Patterson, va promettre de rendre les mules. Ce qu'ils ne feront pas au final. C'est le premier affrontement entre les deux clans. Un autre incident arrive en mars 1881 quand une diligence est attaquée par 3 cow-boys. Le conducteur Bob Paul réussit à blesser un des agresseurs et à s'enfuir. Mais ces 2 passagers ont été abattus.
Un cow-boy, Luther King, sera arrêté. Mais la porte de sa cellule sera déverrouillée. Il pourra s'enfuir sans problème. Les Earp poursuivirent les fugitifs pendant 17 jours, chevauchant 60 heures sans nourriture et 36 heures sans eau. Leurs montures vont mourir d'épuisement et ils devront parcourir 29 km à pied pour en obtenir d'autres. En tout, ils vont poursuivre les cow-boys sur plus de 640 km sans succès. Ils étaient déjà furieux de leur échec, mais quand ils vont apprendre que cela va leur coûter 796 $ de frais, ce qui équivaut à 25 000 $ actuels, vous imaginez leur colère. Et en plus, Beran, le shérif du comté, leur ennemi, va refuser de les rembourser, comme c'était généralement la coutume. En septembre 1881, rebelote, une nouvelle attaque de diligence. Les bandits dérobent aux voyageurs tous les objets de valeur, et l'un de ces voleurs va comparer l'argent à du sucre. Information inutile, me direz-vous. Sauf que cette comparaison était souvent faite par Frank Stillwell, l'un des cow-boys. Les Earp arrêtent une première fois Stillwell et son complice Pete Spence, mais les cow-boys leur fournissent de solides alibis. Ils seront arrêtés une deuxième fois et les cow-boys vont aller très loin dans leurs menaces, indiquant clairement aux Earp qu'ils les tueraient si leur ami n'était pas libéré. La marmite est prête à exploser. Il nous faut juste parler rapidement de Doc Holliday. Ce dernier venait de se disputer avec sa compagne, Big Nose Kate, une danseuse de saloon, et l'a mis dehors. Le shérif Beran, toujours dans les mauvais coups, en profite pour la faire boire et lui faire signer une déclaration sous serment, comme quoi le doc aurait été à l'origine d'une attaque de diligence. Lors du jugement, les Earp réussissent à trouver des témoins pour l'alibi du doc, et Big Nose Kate révéla la malhonnêteté du shérif. Une ultime embrouille aura lieu le 25 octobre 1881 entre Doc Holliday et Ike Clanton, sur fond de vieille histoire entre les deux hommes. Ils sont à deux doigts de se battre dans la rue, Viens ici que je te bute, enculé! Jusqu'à ce que les Earp interviennent. Ike Clanton les menace directement de leur régler leur compte le lendemain. Tous les éléments sont là, la fête va pouvoir commencer. Mais juste avant la fusillade, il y a le matin de la fusillade. Au petit matin donc, Ike Clanton n'a pas d'écuvée, et se montre toujours menaçant. Il erre en ville, pistolet à la ceinture et fusil en main, malgré l'interdiction du port d'armes, et dit à qui veut l'entendre qu'il attend les Earp et le doc pour les flinguer. Virgil et Morgan Earp le chopent par derrière, l'assomment et le désarment avant de l'envoyer devant le tribunal. En sachant que l'audience au tribunal, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant, tout de suite. Arrestation, jugement, direct. Ike s'en sort avec une amende de 25 $, équivalent actuel de 790 $, plus les frais de justice, et il est libre. Pendant l'audience, Wyatt était sorti du tribunal et est tombé nez à nez avec le cow-boy Tom McClory. Wyatt aperçoit brièvement l'arme de ce dernier, mais n'a pas le pouvoir légal de le fouiller. Dans le doute, il sort lui-même son pistolet et lui met 2 coups de crosse en pleine figure. Vous avez bien compris que tout ce petit monde ne s'aimait pas beaucoup. Les cow-boys se réunissent à Hockey Corral et commencent à préparer un arsenal. C'en est trop pour Virgil Earp qui décide d'aller désarmer les cow-boys. Il sait que cela ne se passera pas en douceur et embarque avec lui ses frères Wyatt et Morgan, ainsi que Doc Holliday. Ils sont en chemin lorsque le shérif Beran les croise et leur dit de ne pas envenimer les choses, car les cow-boys ne sont pas armés. On va voir si on peut lui faire confiance. Les Earp arrivent enfin à Hockey Corral. On y est. Les Earp plus le doc arrivent à Hockey Corral et font face à 6 cow-boys. Billy et Ike Clanton, Frank et Tom McClory, Billy Clairbone et Wes Fuller. Lorsque Virgil voit les cow-boys, il leur dit « Levez les mains, je suis venu vous désarmer ». À cet instant, Billy Clanton et Frank McClory sortent leur revolver. Impossible de décrire la scène avec précision. On ne sait pas qui a ouvert le feu en premier. Tous les participants racontent chacun leur propre version. Ce qui est sûr, c'est qu'une trentaine de coups de feu ont été échangés en l'espace de 30 secondes. Tout le monde tire sur tout le monde. Virgil Earp touche Frank McClory à l'estomac, pendant que Tom McClory tente de s'enfuir à cheval, avant que Doc Holliday sorte son fusil et lui tire dans la poitrine à bout portant.
Ike Clanton, la grande gueule, celui qui n'avait eu de cesse de provoquer les Earp et de dire qu'il les tuerait, est le premier à fuir le combat, accompagné de Wes Fuller et Billy Claiborne. Wyatt et Morgan vont échanger des coups de feu avec Frank McLaury, et ce dernier, touché à l'abdomen puis à la tête, ne s'en relèvera pas. Morgan Earp tire sur la main de Billy Clanton et le paralyse. Ce qui n'empêche pas le cow-boy de continuer à tirer avec sa main gauche. Et le manchot se défend bien. Il tire sur Morgan Earp dans le dos, le laissant mal en point, et tire dans le mollet de Virgil. Billy Clanton s'écroule néanmoins sous le poids de ses blessures et succombe. La fusillade d'Hockey Corral est finie, elle aura duré moins d'1 minute. Virgil, Morgan et le Doc sont légèrement blessés, et de l'autre côté, Tom et Frank McLaury et Billy Clanton sont morts. Une fois l'action passée et les Earp revenus en ville, Beran tente de les arrêter, mais Wyatt lui fait remarquer que, selon ses dires, les cow-boys devaient être désarmés. Vous pensez l'histoire finie? Pas du tout. Quatre jours après la fusillade, Ike Clanton porte plainte pour meurtre contre les Earp et le Doc. Au tribunal, impossible d'avoir une version claire de ce qui s'est passé. Tous les témoins, quel que soit le camp, racontent quelque chose de différent. Le shérif Beran et ses soutiens chargent sans pitié les Earp et vont témoigner que les cow-boys étaient désarmés durant l'assaut. Cela va d'abord convaincre les juges et l'auditoire, jusqu'à ce que les différents témoins et experts réduisent à néant cette version. Le juge va conclure que Virgil Earp a agi dans le cadre de ses fonctions, et toute la famille Earp, ainsi que le Doc, seront innocentés. Le procès est terminé, place désormais au règlement de compte. 2 semaines après le procès, John Clum, l'éditeur du Tombstone Epitaph, soutien des Earp, est attaqué alors qu'il se trouve dans une diligence. Il n'est pas touché, mais son cheval va mourir de ses blessures. Le 28 décembre 1881, Virgil Earp est victime d'une embuscade. Il est touché au dos et au bras gauche. Son bras a pu être sauvé, mais il devra le porter en écharpe pour le reste de ses jours. À la suite de cette tentative de meurtre, Wyatt obtient des pouvoirs similaires à ceux de son frère. Les cow-boys Ike Clanton, Finn Clanton, encore un, et Pony Dill se rendent. Mais l'affaire est finalement classée sans suite. Dégoûtés, les Earp décident de quitter leur fonction de maintien de l'ordre. Ensuite, on a une petite période de calme. Quelques mois tout au plus, puisque le 18 mars 1882, le drame arrive. Morgan Earp et Dan Timpton, on sait pas qui c'est, mais il est là, se rendent au saloon du coin. Alors qu'ils jouent au billard, 2 balles sont tirées depuis la fenêtre, dont l'une touche Morgan à la colonne vertébrale. Il décédera 1 heure plus tard. À ce moment-là, les Earp n'en ont plus rien à foutre de la loi. Les tribunaux ne rendaient pas la justice et les cow-boys étaient libres, l'affaire étant classée sans suite. C'est eux qui vont désormais traquer et tuer tous ces desperados qui ont tué leurs frères. Cet événement sera appelé la chevauchée meurtrière des Earp. Wyatt, James et Warren Earp, accompagnés du Doc, évidemment, et de quelques hommes, vont croiser à la gare de Tucson Ike Clanton et Frank Stilwell. Clanton réussit encore à s'échapper, mais Stilwell est abattu par Wyatt. Sauf que cette fois, les Earp n'ont plus la loi pour les protéger. Un mandat d'arrêt a été mis contre eux, et ils sont maintenant recherchés. Beran, qui les déteste maintenant depuis des années, réunit ses hommes, plus des cow-boys, et se met en chasse. Tout le monde chasse tout le monde, c'est le bordel. Le petit groupe Earp, désormais fugitif, trouve le cow-boy Charlie Cruz. Ils le blessent, le font parler, et avouer qui étaient ses complices ayant pris part au meurtre de Morgan. Et le tuent. Les Earp continuent leur route et tombent nez à nez avec 9 cow-boys, dont Pony Dill et Curly Bill, que Wyatt avait sauvés d'un lynchage. On se rappelle. Eh bien, Curly Bill, c'est lui qui tire en premier sur Wyatt. Quel ingrat! En même temps, les Earp n'étaient pas venus pour discuter. Fusillade qui part dans tous les sens, vous connaissez la chanson. Les Earp sont en infériorité, mais leur réponse est si agressive que les cow-boys ne peuvent tenir. Curly Bill est abattu par Wyatt, qui touche également Johnny Barnes à la poitrine et Milt Hicks au bras. Les Earp décident finalement de rebrousser chemin, et ils sont indemnes. Johnny Barnes, lui, n'aura pas cette chance et décédera de sa blessure quelques jours plus tard. La troupe du shérif Beran sera plusieurs fois proche de croiser les Earp, mais jamais ils ne réussiront à les rattraper.
Le groupe Earp se trouve alors à Albuquerque lorsque Wyatt et Doc Holliday se disputent sur fond d'antisémitisme. La compagne de Wyatt était juive, et le Doc fit quelques remarques qui vexèrent Wyatt. Les deux se séparent alors, mais pas longtemps. Vraiment pas longtemps, puisque 2 semaines plus tard, le Doc est arrêté en Arizona pour le meurtre de Frank Stilwell. Wyatt vient à sa rescousse et témoigne en sa faveur, et obtient sa libération. Tout est fini. La rivalité entre Earp et Cowboy est terminée, mais que sont devenus tous ces personnages? Ike Clanton sera abattu par l'homme de loi Jonas Brighton après avoir été pris en flagrant délit de vol de bétail. Billy Claiborne sera abattu par le militaire Franklin Leslie. Pour quelle raison? Eh bien c'est simple. Claiborne était ivre et voulait que Leslie l'appelle désormais le nouveau Billy the Kid. Quand Leslie a refusé, il a sorti son arme et Leslie a tué. Doc Holliday est mort de la tuberculose à 36 ans seulement. Virgil Earp est devenu marshal de Colton en Californie avant de mourir d'une pneumonie à 62 ans. Wyatt est mort à 80 ans après avoir possédé des saloons et des mines, et d'avoir pu profiter de sa légende avec des stars du cinéma. Warren Earp sera abattu, décidément, dans un règlement de compte. Il faut dire qu'il avait un sale caractère et avait tendance à provoquer tout le monde. Quelle histoire légendaire! La fusillade de Quai Coral n'est pas un simple règlement de compte, c'est le symbole de ce que l'on appelle le Far West. Tout y est! Les cow-boys, les bandits, les shérifs, les saloons, les règlements de compte, les rivalités, tout est là. Si cette histoire est devenue aussi célèbre, c'est bien pour cette raison. Elle symbolise une époque. Il y a eu de nombreux films et une BD Lucky Luke qui m'a d'ailleurs fait connaître cette histoire, même si elle y est un peu romancée. On a toujours bien aimé les BD Lucky Luke, et une bonne partie de nos vidéos sur les légendes de l'Ouest en sont inspirées. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!